Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, eh bien, on est effectivement vraiment en mode vintage puisque c'est aussi le 8 mai, le 80e anniversaire de la libération de l'Europe. Et donc, eh bien, nous sommes actuellement au Sable d'Olonne, plus précisément au niveau du bunker, et il y a un camp improvisé de US. Et là, j'ai deux personnes qui sont que je connais bien, Raphaël et Vladimir, qui sont là habillés donc en tenue d'infirmier GI et puis en soldats soviétiques. Voilà. Eh bien, messieurs, bonjour. Alors, vous allez me présenter chacun votre personnage et quel a été leur rôle. Alors, je vais commencer par Raphaël. Raphaël, bonjour. Alors, bonjour. Alors, tout d'abord, je tiens quand même à préciser que moi, évidemment, je suis un soldat qui vient des États-Unis. Oui. Donc, j'ai subi l'entraînement d'aéroporté. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais avoir un entraînement spécialisé pour transporter plus de choses. Voilà. Et avant toute chose, évidemment, on arrive par les airs. Donc, je vais avoir beaucoup de poches, contrairement aux soldats classiques. Donc, je vais surtout être spécialisé dans les soins de combat. Ça veut dire que je vais être au plus proche du combattant. Et surtout, je vais obtenir ce qu'on va dire une sorte de faveur. En fait, je ne vais pas porter d'armes, mais je vais surtout être en aide aux combattants. Donc, je vais l'assister et soigner les différents blessés. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis censé respecter la Convention de Genève, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser d'armes quand la situation ne me le permet pas. Donc en cas de légitime défense, je peux l'utiliser. Mais je ne peux pas l'utiliser en temps normal. Et surtout, les infirmiers étaient forcément jeunes pour être en forme. D'accord. Et on sait à peu près la moyenne d'âge ou pas? Alors la moyenne d'âge, ça va être entre... oui, je m'appelle. Donc la moyenne d'âge va être entre 18... Donc pour ceux qui mentaient sur leur papier, il faut quand même savoir que la majorité aux États-Unis c'était 21 ans, mais à l'époque on pouvait accepter des 18 ans minimum. Donc on va dire que la moyenne d'âge va se situer entre 20 et on peut aller jusqu'à 30 ans. Et pour ceux qui mentent sur leur papier, donc 18 ans, donc comme moi. D'accord. Et il faut qu'ils soient en forme, l'infirmier. Il faut qu'il puisse courir, il faut qu'il ait la force de porter des gens. Donc, par exemple, porter jusqu'à une personne sur son dos et pouvoir en tirer une simultanément. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Croix-Rouge, donc c'est un mouvement international évidemment, c'est pas un mouvement donc c'est pas un mouvement qui va être unique aux USA, ça va être un mouvement qui va être vraiment dans tous les pays. Donc on va avoir mon homologue allemand, homologue algérien, homologue français, n'importe. Tous les homologues vont avoir le même règlement que moi, disons. Très bien. Alors ici, j'étais intéressé de savoir qu'est-ce que c'était. Ah, là, ce que je pointe du doigt. Alors ça va être un garrot donc, qui date de 1944. D'accord. Donc celui-ci évidemment c'est une pièce originale. Donc c'est ce que je viens de dire. Pièce originale. Hein. Pièce originale, donc c'est une vraie. Donc celui-ci a été distribué donc, par le USA Medical Department, donc, comme le reste de mon équipement. Donc contrairement au fantassin, je vais surtout être équipé d'équipement médical. Comme je disais avant tout, il faut que tout soit pratique. Mes poches ne devront pas être remplies de munitions, mais au contraire de différents bandages et beaucoup de choses qui vont être utiles aux médecins. Très bien. Ok, alors la tenue, est-ce que c'est une tenue d'époque ou c'est une reconstitution? Alors justement, on peut s'y tromper, mais ma tenue va être une reproduction avant tout. Mon casque, un original. C'est un original, oui, parce qu'on le voit très bien là, on sent que c'est qu'il a vécu. Donc il y a même le... Il y a même là, oui. Alors à l'arrière, voilà. Ça c'est le matricule du soldat qui l'a porté. Donc on va avant tout, donc il faut que ce soit réaliste évidemment. Oui. Et surtout je vais avoir, donc là je ne l'ai pas sur moi, mais je vais avoir un papier qui stipule que j'ai le droit de soigner en milieu de combat. D'accord. Donc ça va, disons, me représenter comme une carte d'identité. Je vais avoir mon empreinte, mon âge, mon genre, etc. D'accord. Et donc ça va vraiment permettre d'identifier chaque médecin et surtout après la guerre qui continue d'exercer ses fonctions. D'accord. Alors, ici, est-ce que tu peux nous expliquer, Raph, qu'est-ce que sont toutes ces différentes petites pochettes que tu portes en fait? Différentes pochettes, donc là, avant tout, on va avoir donc ça, tous les GI américains en ont, pas seulement les Croix-Rouges. Donc ça va être une boussole, donc, si vous voulez bien regarder. Donc on va avoir une boussole qui va fonctionner très simplement. Alors, donc, on va prendre la boussole comme ceci. Et donc en fait, selon l'endroit où on vise, donc comme ça, eh bien, on va pouvoir savoir s'orienter sans avoir à tout le temps fixer la boussole comme une boussole qui va être plutôt classique. Là, on va vraiment pouvoir être précis dans les mesures et surtout pour, encore une fois, se diriger avec les compagnons. C'est avant tout collectif, c'est-à-dire qu'on va pas l'utiliser que pour nous. C'est vraiment de l'équipement collectif. D'accord. Alors attendez,
c'est un petit peu galère. C'est pas grave, je refermerai après. On fermera après, ouais. Et donc ensuite, ça c'est mon équipement personnel, donc c'est le pansement qui va être donc que pour moi. Ça va pas être un pansement pour les autres. Donc si vraiment il y a un blessé urgent, ça va être moi d'abord. Oui. Donc celui-ci c'est un original de 44, celui-ci. 44. Donc il y a toutes les petites indications. Donc il a un petit peu pris de dégâts. Oui. Donc celui-ci c'est un original, mais c'est uniquement pour l'infirmier lui-même. D'accord. Parce qu'un infirmier blessé ne peut pas servir à grand chose sur le champ de bataille. C'est sûr. Il va plus être un handicap, on va dire. Très Et bien. enfin, donc là, de chaque Ici. côté, Ouais. donc ça va être un putsch médical. Donc c'est une poche à la base de démolition qui a été reconvertie pour transporter du matériel médical. Donc chaque putsch est légèrement différent de l'autre. D'accord. Par exemple, moi je vais avoir un putsch où est organisé tout le matériel neuf, et là ça va être le putsch du matériel que j'ai récupéré dans les pharmacies, par exemple. Très Donc, bien. il faut connaître son équipement par cœur. On connaît son Et équipement. enfin, derrière, j'ai 2 gourdes. D'accord. Donc ça c'est spécial à l'infirmier. Oui. On va en avoir une pour soi et une pour le blessé. Très bien. Bah écoute Raph, je te remercie pour ton Avec plaisir. intervention. Et puis on va donner la parole maintenant à Vladimir qui va nous présenter donc son personnage, donc qui est un soldat soviétique. Hein. Soldat soviétique, c'est bien ça. Voilà. Donc alors ma mission c'était tout simplement après avoir appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie, ma mission était d'avancer plus vers l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on était plus proche de l'Allemagne. Oui. Nous notre mission était d'aller à Berlin même. Oui. Voilà, donc bien avant on s'est fait attaquer par les Allemands, hein, bien sûr, parce que notre chef Staline entre guillemets avait fait un pacte avec Hitler en disant ok, on va pas s'agresser. Oui. Hitler avait dit un pacte de non-agression. Malheureusement, on s'est fait attaquer. Voilà, en 41. En 41, par Adolphe. Donc, on était, nous, soldats russes, on a été complètement pris à partie. Oui. Mais on est vite revenu après l'encerclement de Saint-Pétersbourg et l'avancée vers Moscou, on s'est vite repris. Oui. Et on a avancé avec une manière assez rapide, enfin de manière assez rapide. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc on a, enfin j'explique plus couramment, hein, enfin plus court. Oui. Mais donc on a réavancé en écrasant les Allemands par notre général hiver, comme on dit, hein, parce que les Allemands n'étaient pas préparés pour un tel hiver. Ça c'est clair. Voilà, en Russie. La grande force la grande force de l'hiver, général hiver comme on dit. Ouais. Et donc grâce à ça on a réussi à avancer avec des armes aussi qui s'enrayaient pas, hein. Oui. Des armes qui étaient bien plus efficaces que les Allemands, mais on a quand même volé quelques trucs aux Allemands. Au niveau armement, ça c'est sûr. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a volé justement, qu'est-ce que les soviétiques ont volé aux Allemands alors du coup Beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. Dont la MG 42 qu'on peut avoir ici. Voilà. Voilà, donc ce modèle-là est un modèle yougoslave, hein, c'est-à-dire qu'elle date pas de guerre. D'accord. Mais c'est exactement le même modèle que la MG 42 qui était utilisée en 40. D'accord. Donc ça, les Russes aimaient beaucoup ce genre de modèle-là. Hein. D'accord. Voilà, même s'ils avaient plus couramment la MG 34, qui est un modèle un peu plus en dessous, on va dire. D'accord. Voilà. Et puis aussi, là, Vladimir, tu es en train de me parler des soviétiques, mais c'est vrai qu'en plus, les soviétiques à l'époque, Staline avait redonné, je dirais, de la superbe en fait aux régiments de Cosaques qui ont été rétablis et qui ont chargé souvent sur l'infanterie allemande, sabre clair, à cheval. Avec le sabre qui s'appelait le Shashka. Shashka, da. C'est ça. Et c'est vrai que ça a mis en déroute l'infanterie parce que voir des Cosaques arriver à cheval au triple galop avec des sabres, franchement ça donnait pas envie de rester sur le champ de bataille. Ça donnait pas forcément envie de rester, et puis même les Russes étaient même les Ukrainiens et autres. Oui, parce que c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des Ukrainiens, Russes et Russes et d'autres parties. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça faisait très bizarre, les Allemands s'attendaient forcément à la grosse cavalerie comme les chars, cavalerie blindée, hein, il y a eu le cas, oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est vrai que des moments, il y avait des combats à cheval et les Allemands ne s'attendaient pas du tout à avoir de telles choses comme en 14-18. Voilà. C'est clair. Les Russes étaient très en recul en niveau armement. Les Russes, mine de rien, ont eu un bondissement de l'armement grâce aux Allemands. C'est-à-dire avant que l'Allemagne attaque, à l'époque, ils étaient alliés. Ils avaient une petite alliance, on va dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et les Russes ont beaucoup repris de l'armement allemand. Très bien, ça je ne savais pas. Du coup,
Et alors, donc, alors là, tu portes une arme soviétique Oui. sur toi, donc qui Oui. est. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter Bien évidemment, donc ça c'est un modèle donc PPSH. Mhm. Donc, le modèle PPSH donc, est fourni d'un petit camembert. Ouais. Le nombre de cartouches, là, malheureusement, je pourrais pas vous dire, Ouais. parce que je me rappelle plus forcément. Ouais, pas de souci. Mais donc voilà, avec donc une arme vraiment, c'est la robustesse. Si la Ouais. robustesse devait avoir une image, Mhm. ça serait la PPSH. PPSH. Les Allemands aimaient beaucoup la PPSH, Mhm. parce qu'elles ne sont rayées pratiquement jamais. Voilà, comparé à la MPK. Avant Voilà. ça. Alors, il y a autre chose, alors je vais te tenir Bien ton sûr. micro. Ah, avec plaisir. Et alors, tu vas nous présenter une autre arme que portait donc le soldat soviétique, on va dire ça Oui. à l'époque, parce que c'était l'Union soviétique. Hein. Ouais. Alors, c'est le fameux Tokarev. Voilà. Ça, c'est. Ça, c'est l'arme réglementaire vraiment russe. Les Voilà. Russes, ils adoraient cette arme-là. Exactement. Voilà, le Tokarev. Tokarev. Et ça, effectivement, donc c'est un automatique. Automatique. donc là aussi, une arme. Semi-automatique en voilà. tout cas. Oui. Voilà, donc on prenait le chargeur, Hmm. on mettait les cartouches dedans, on rechargeait, et simple action, hein, voilà, tac, Voilà. et après, elle n'avait plus qu'à tirer. Et, Et voilà. et c'était une arme aussi qui était assez robuste, hein, le Tokarev. Le Tokarev, ça, on pouvait le faire tomber, il y a des gens qui, on voit sur certaines vidéos où ils les mettent dans la boue, etc. Ouais. Ça, tire on me l'avait toujours. raconté. Ah Ouais. oui, ça tire toujours. Ouais, Après, je c'est connais, vraiment un ok. truc de malade. Par exemple, sur les armes allemandes, on retrouve que la bakélite, c'est-à-dire Ouais. le plastique de Oui. l'arme, Ouais. et l'arme, il reste plus rien. Ouais. Par contre, chez les Russes, on retrouve plus la bakélite, mais on retrouve l'arme. Voilà, c'est C'est une question de choix. une question de choix, c'est ça. Donc voilà. Ils veulent que ça fonctionne. Très bien. Et alors, le vêtement que tu as, c'est une, Oui. alors c'est une C'est une reproduction, j'imagine, hein. reproduction, mais on va dire que c'est du faux vrai. C'est du faux. C'est-à-dire que Ah, ça a été, c'est-à-dire que ça a été refait par les Russes. oui. Donc il y a une moitié russe et une moitié ukrainienne. Hein. D'accord. C'est-à-dire que le pantalon vient d'Ukraine, D'accord. le pantalon vient d'Ukraine Ok. et le haut vient de Russie. D'accord. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de l'équipement D'accord. russe, Mais mais de la très belle réplique, on va dire. très belle Voilà. réplique. Et ton chapeau Je peux aussi. reprendre le- Oui, oui, je te reprends. Et ton chapeau aussi, c'est une. Le chapeau est un vrai avec le marquage, vrai. voilà. Ah oui, Ah oui, oui, ça, avec, c'est- on voit bien qui est marqué en alphabet cyrillique. Alors je Voilà. peux pas le retraduire parce que là je suis Bien pas mes sûr, lunettes oh sur là, moi. alors là, c'est Mais, oui, c'est du faux vrai aussi, on va dire. D'accord, Voilà, ok. donc c'est exactement comme l'original, mais c'est une réplique. c'est du vrai, d'accord. Voilà. Ok, alors aussi, je sais pas si mon caméraman va montrer, il y a aussi les bottes. Ah bah les bottes typiques de l'armée russe De aussi. l'armée hein, russe, hein, voilà, voilà, hein. hein. Là, les bottes, ça, donc avec les bords cloutés, comme on peut voir ici. Hein. Ah oui, Voilà. on va montrer. Les petits bords cloutés, donc ça c'est typique, vraiment c'est russe. Ouais. Alors que les Allemands, ils avaient toutes les bottes cloutées. Les Voilà. Allemands avaient toutes les bottes cloutées, ah oui, d'accord. Très bien. Bon, bah écoute, Oui, voilà. est-ce que Vladimir, Ouais. tu as autre chose encore à nous présenter sur les armes ou pas ou Alors, encore parce que là je vois qu'il y a pas mal d'armes, on va retourner ah un oui, peu la oui, caméra. Alors sur les armes, donc là on a de la USM1, donc pour mon collègue Raph, mais Ouais. vu qu'il est un médic, il n'a pas d'armes, il est non armé, Ouais, parce qu'il est mais là pour soigner. Je peux pas les manipuler. d'accord. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut en soulever une pour voir un peu tout plus près. Bien évidemment. Alors ça Donc c'est. ça, ici ce qu'on a, ça, allez-y. Hein, Celle-ci je vais la soulever. Ouais. Hop. Donc ça, ceci est une arme donc française. Ça c'est une arme française. On Oui, appelle c'est ce que ça un j'allais me dire. Berthier. D'accord. C'est le modèle Berthier court. Hein, Ouais. voilà. Ok. Donc ça c'était utilisé par l'armée française. Ok. Bon bah voilà, très Les Allemands bien. aimaient bien aussi les armes françaises. Voilà. Ils avaient un petit faible pour. Vous avez un petit faible coup. Alors je sais plus si les munitions on les mettait là-dedans, non par hasard, non. 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 Les munitions, on les rentrait ici, dans le On est capot. rentré ici. Oui, non Là. mais oui. Ça Voilà. c'est le chargeur, mais je C'est savais ça. plus s'il y avait des munitions qui se Non. rentraient par là. Non, là-dessus, il n'y a pas de munitions D'accord. par ce côté-là. Mais certaines armes peuvent avoir ce Oui, c'est genre de ça. principe-là. C'est ça que Oui. j'ai pensé, mais voilà. Donc ça, on va reposer le Berthier. Bien sûr. Et puis on va continuer avec l'autre fusil, fusil mitrailleur qui est un, Oui. qui est un fusil américain, non Ou Alors ça, c'est une USM1. une USMA, c'est bien C'est ça. ça. Donc là, ce serait plutôt mon collègue qui saurait plus vous expliquer. Ah ok, alors on va redonner la parole à Raph. Merci Vladimir. Avec plaisir. Alors avant tout, il faut savoir que c'est la version dépliante, parce que le D'accord. gouvernement ayant créé la USM1, donc Ouais. cette arme date à peu près de la fin des années 1800 quand même, hein, c'est une arme assez ancienne. Ah oui. Donc elle a été développée pour finir par de faire une carabine de poche en quelque sorte, une petite Ouais. carabine. Donc c'est un des fusils les plus petits au monde, il faut le savoir quand même. D'accord. Donc par rapport au calibre, elle est vraiment petite. Donc à l'intérieur, j'aurai deux chargeurs à vous montrer tout à l'heure, ou Ouais. même juste après, parce que Ouais. j'ai les mains un peu prises. Ouais. Donc ça va être une carabine qui va tirer du assez petit calibre, donc on va être dans du 9 mm, D'accord. même un petit peu plus, du 8 mm il me semble. Ah oui, effectivement. Du 8 mm, donc ça va être vraiment une petite munition. Ouais. Et par contre, il faut quand même savoir comment. Le vrai chargeur. Ouais, je vais prendre le vrai chargeur. Alors, je vais te tenir le micro. Oui, ça serait bien. Voilà. Donc on va avoir la cartouchière qui va être sur le côté. Et donc ici on va avoir les véritables balles.
Donc ceux-ci sont des vrais, donc comme je vous ai dit c'est un très petit calibre. Ok. Donc franchement ça fait quand même du dégât, je vais pas vous mentir. Ouais, bah ouais. Une balle bien logée, ça fait beaucoup de dégâts et que ce soit sur un humain ou sur un véhicule, je dirais même. C'est sûr. C'est ça, donc une balle bien logée peut, même si c'est un petit calibre, il ne faut pas sous-estimer les balles. D'accord. Disons-le directement, en tant que médic je sais de quoi je parle. Ah oui, bah oui, forcément. Donc une balle bien logée peut même vous abattre un avion. Je vais pas vous mentir, Ah bon, peu importe l'arme utilisée. Ah vous ouais. pouvez tirer avec par exemple un Tokarev, une PPSH, Ouais. une balle logée dans le carburateur ou Ah dans, bah le pilote, c'est fichu. Ah bah c'est Donc, fichu, ouais, c'est sûr. La plupart du Mais temps bon, ça va. faut bien tirer quand C'est même. ça. Hein. Comme on dit, le tir est avant tout de la chance. Ça va être une question Ouais, de probabilité. Surtout sur la distance. Ouais. C'est ça. Sur une Donc, longue distance. un bon tireur va forcément décocher les balles de façon. Je dis décocher comme si c'était un archer, Ouais, mais décocher c'est. ouais. Comme qui dirait, c'est un art en fait de tirer Mm. avec une arme, malgré qu'une arme c'est pas du tout harmonieux, mais c'est vraiment quelque chose, donc comme je dis en tant que médic, à l'époque disons, c'est vraiment savoir où viser en tant que tireur, ça peut vraiment changer, comme Ouais. on dit une balle peut changer l'histoire, C'est vrai. c'est ça. Donc tout ça pour dire que la USM1 est petite mais puissante, Petite et puissante. c'est ça. Si vous voulez je Alors. peux vous présenter le 1911, 1911. Ah, le fameux Colt 45. c'est exactement ça. Hein. Hop là, alors. Donc, encore une fois, le Colt 45, donc déjà, Ouais. on l'appelle le calibre 45 à tort. Parce qu'il ne tire pas du calibre 45. Il ne tire pas du calibre 45. En fait, le premier modèle, donc il y a marqué de façon calibre 45, mais disons que c'était la première munition qui était utilisée. D'accord. Le seul problème étant qu'ils ont changé de calibre durant la guerre, donc ça tire aux alentours de 9 mm, encore une fois. D'accord. Donc il faut savoir que ce pistolet date encore une fois de la fin des années 1800, donc il a été Oui. utilisé par les as de la gâchette qu'on voit dans les westerns. Ouais. Ils utilisaient des 1911. Ouais, oui. Mais c'était des 1911 de l'époque, c'est-à-dire ils n'avaient pas le chambrage automatique. D'accord. C'était vraiment à l'époque, c'est chargé par le dessus. Vous n'aviez pas le Ah chargeur. oui. Ouais. Donc, hop là. Et là par contre, oui, là on a le chargeur. C'est qui ça, est- donc vous voilà. avez le chargeur juste ici. Donc les chambres extérieures à l'arme vont Voilà. être toutes nouvelles à Ouais. partir du début du XXe siècle. On va avoir les D'accord. toutes nouvelles armes avec des chambres intégrées à l'arme. Ouais. À l'époque, c'était vraiment à barillet ou à lame chargeur. D'accord. Ça n'existait pas encore les armes comme ceci. Comme celle-ci, ouais. comme Et on donc disons que ça va être vraiment une révolution dans l'industrie du pistolet et Mhm. de l'arme de poing. voit. Ouais. Donc les armureries américaines vont en vendre et en écouler par centaines, surtout avec la mafia qui commence à exister dans les années 1900. Ouais. Et donc les gangsters vont devenir très vite amoureux de cette arme et elle va finir dans les mains des DJI américains qui vont s'en servir pour faire des beaux petits massacres quand même. Ouais, ouais, Parce que ça c'est bien. change. Disons que les Russes avec leur Tokarev qui va être disons un homonyme du 1911 vraiment qui va Ouais. être le même quasiment. Ouais. Donc les Russes ont eu la même idée que les Américains mais en même temps. Ils sont sortis tous les deux à la même époque. Ils sont aperçus que l'automatisme pouvait Ouais. être facilement exploitable Ouais. sur Ouais. une arme de poing. Exactement. Donc mis à part ça, on va avoir le revolver MK2 qui va rivaliser, donc le revolver britannique qui va rivaliser parce qu'il va être très robuste pour un D'accord. revolver. Il va vraiment. Alors le MK2, tu l'as. MK2 on l'a pas ici, Vous l'avez mais par pas. contre c'est simplement pour faire allusion que malgré que ce soit une arme très ancienne, Ouais. donc le MK2 est sorti au début des années 1800, Ouais. donc il a quand même Ouais. des centenaires x2. Ouais. Donc aujourd'hui il est encore utilisé par des généraux comme pour symboliser l'ancienneté et l'expérience. Ouais. Donc contrairement aux armes automatiques comme celle-ci, donc, Ouais. de toute façon il y a marqué si vous voulez regarder. On va Voilà, avoir on tous fait un les gros marquages plan, là. marqués, ouais, c'est ça. Super. Et donc ici on va vraiment être sur une arme qui va être on va dire plus facilement utilisable dans des D'accord. mains débutantes. Ouais, c'est Alors ça. que les revolvers ça demande des années de pratique et comme je vous disais avant, les fameux gunsliners comme on dit en américain, Ouais. les fameux as de la gâchette disons-le dans le western, ils ont utilisé ces armes mais comme qui dirait que c'est trop facile à utiliser. Ouais. Vraiment il n'y a pas besoin d'années d'expertise pour utiliser Ouais, ces c'est armes. ça. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a été une révolution, c'était à portée de tous, les débutants, etc. Et encore aujourd'hui, on en retrouve des traces dans les nouveaux modèles de pistolets. Ouais. Donc c'était vraiment l'arme parfaite. Révolutionnaire, hein, C'est ça pour l'époque. Si hein. vous voulez la tenir, il y a pas de- Ouais. C'est-à-dire que normalement, je réexplique, quand vous tenez une arme dans la main, il faut toujours mettre le canon vers le bas, vous armez, et là vous avez, c'est armé, hein, donc Oui, là ensuite c'est on le n'a plus chien qu'à tirer. qui est Le chien reculé qui est en armé. arrière. Voilà, et donc après on appuie sur la détente et boum, le coup est parti. Et pour la petite curiosité, pourquoi on appelle Merci, cette Laurent. arme une semi-automatique? En fait, c'est qu'avec le recul du tir, ça va charger une autre balle, ça va l'enclencher. Ouais. Donc ça va vraiment permettre un tir continu. Vous pouvez, disons, vous pouvez tirer tout un chargeur sans même avoir à toucher votre arme. Donc ça va Ça. surtout ça qui va être, disons, pratique dans le maniement Ouais, d'armes. Ça va exactement. changer des revolvers où on est obligé de charger 6 coups. Ah, c'est Et ça. d'ailleurs, je précise quand même, les revolvers modernes sont passés de 6 à 5 coups.
Ah oui, ah oui. En fait, pour des raisons de logique, parce qu'on va utiliser 5 cartouches, on va encore en utiliser 5. Donc en fait, ça va permettre de savoir combien on a utilisé plus précisément. Parce que 6 cartouches, ça fait 12, donc 24 pour 4 chargeurs. Enfin, disons, c'est complexe, donc ils ont simplifié l'utilisation. Par contre, les revolvers modernes sont d'autant plus dévastateurs aujourd'hui. Ah bah oui, forcément. Bah oui. Donc on a d'ailleurs le Desert Eagle qui est un dérivé du 1911 version gros calibre. Donc voilà pour le 1911. Alors, ok Raph, alors dis-moi, est-ce que tu en as encore d'autres? Parce que là, il y a la même arme que Vladimir nous a montré. Oui, c'est ça, la PPSH, donc cette fois c'est la mienne du coup que je vais acheter récemment. D'accord. On peut avoir le P08. Alors P08. Alors, un P08, ça c'est une arme allemande alors oui. Si je dis pas de bêtises. Une arme allemande et autrichienne, il faut savoir que le fabricant de cette arme, donc encore une fois au début des années 1900, donc je dirais même encore un petit peu avant, il est sorti en 1908. Donc cette arme est sortie en 1908, mais il faut quand même savoir qu'elle a eu à peu près 4 à 5 prédécesseurs, on va dire, comme qui dirait des prototypes, voilà. Des prototypes, donc on va avoir le pistolet semi-automatique, donc on l'appelle comme ça, il n'a jamais eu de nom, mais il est sorti dans une armurerie américaine. Encore une fois, les tireurs d'élite et les gunsliners des États-Unis étaient très friands de ces armes, et encore une fois, trop facile d'utilisation. C'est simple, cette arme, ils l'ont simplifiée à la base, donc encore une fois, toujours le canon vers le bas. En fait, le premier prototype, on appuyait, tout partait en même temps. Seul problème, ils se sont aperçus que c'était pas du tout économique pour niveau des balles. Donc on va vraiment avoir du mal à l'utiliser et ça va consommer beaucoup de munitions. Donc ils vont décider d'en faire deux pistolets complètement séparés. On va avoir donc le P08 et le C96 qui vont être totalement différents. Donc actuellement on a le P08. Je voulais pareil le tenir. Ah voilà, je vais le tenir. Alors, ah oui, là il n'y a pas le chargeur. Il n'y a pas le chargeur. Le chargeur va être très différent du 1911. Il va vraiment s'insérer pour qu'il ne tombe pas. Donc voilà, donc là après j'imagine comme ça. Pour charger. C'est ça. On a... Ah oui, c'est comme ça. C'est ça. C'est une sorte de levier en fait. Donc ça va enclencher la balle et ça va aussi permettre de ne pas perdre la cible de vision. D'accord. Parce que quand vous tirez avec un 1911, le seul problème avec le recul, comme la visée ne bouge pas, vous allez vous retrouver avec un canon qui va plus du tout être dans la même direction. L'avantage de ça, c'est que c'est ça qui bouge pendant le tir et ça va pas être l'arme qui va bouger. D'accord. Donc c'est une technique à ressort en fait qui va vraiment permettre d'avoir une arme de précision. Et donc ils ont même, du coup les mêmes fabricants ont détourné le prototype du pistolet semi-automatique en C96. Donc on ne l'a pas sur nous actuellement. Mais la prochaine fois, sur un prochain camp, peut-être que je l'emmènerai. Ils ont complètement rajouté une crosse sur le pistolet. D'accord. Donc vous la teniez en fait comme une sorte de petite carabine. Et ça permettait des tirs à longue distance jusqu'à pas loin de 100 mètres d'efficacité. Avec ça? Rien qu'avec un pistolet, mais c'est pas tout à fait le même. Le même, d'accord. Il a un petit peu changé, la forme différente. Il a deux modes de tir, semi-auto et tout. Ils appellent ça full automatique. Quand on tire avec un C96 en full auto, attendez-vous à payer cher en facture de balles. Tout crache d'un coup et les Russes l'appelaient même la boîte à pilules. Quand on tirait avec, toutes les munitions de pistolet partaient tellement vite qu'ils se retrouvaient très vite à sec. D'accord. Et donc c'était un gros problème pour l'armée allemande qui donc a instauré l'obligation du mode semi-auto et non pas auto parce que c'était totalement stupide et ça servait à rien. Et il faut quand même savoir que ces deux pistolets on va dire qu'ils ont participé à deux conflits mondiaux, donc la première et la Seconde Guerre mondiale. Donc les deux. Le C96 et le P08. D'accord, très bien. Voilà. Et ben voilà, je t'en ai l'arme. Et puis on va peut-être conclure. Alors là j'ai Vladimir qui est parti il est parti expliquer quelque chose. Et puis écoute Raph, en attendant, moi je te remercie beaucoup pour ton intervention parce que je pense que ça sera instructif pour les jeunes qui vont nous regarder. Et puis les moins jeunes. J'invite tous les jeunes de mon âge à évidemment continuer ce que du moins j'essaye de faire de mon grand âge, 18 ans. Donc oui, j'incite tout le monde à faire de même et rien que pour l'hommage et aussi pour le plaisir personnel. Avant tout, c'est un plaisir d'être là et de présenter tous ces objets. Super, merci beaucoup de ton intervention Raph. Merci à toi, à bientôt. Ciao.